Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce mardi 20 janvier. Deuxième jour du procès de Joseph Ethan Robert devant la cour d'assises. Témoins et victimes ont été entendus sur les faits face à un accusé qui les conteste. Longuement interrogé, il nie et reste flou dans ses réponses. Nous en parlons dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, année record pour la lutte contre le narcotrafic aux Antilles. Les forces armées ont intercepté près de 35,7 tonnes de drogue en mer. Un bilan historique sur cet axe stratégique entre plusieurs territoires. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur les dangers des réseaux sociaux pour la santé des adolescents. Près de 60% des 12-17 ans utilisent régulièrement des plateformes comme TikTok ou Instagram. Un temps d'écran pouvant aller jusqu'à 5 heures par jour. Un sujet que nous abordons également dans cette édition. Deuxième jour du procès de Joseph Ethan Robert. Aujourd'hui, la cour s'est concentrée sur les faits. Témoins directs et victimes ont défilé à la barre face à un accusé qui conteste les faits. Longuement entendu, il nie et reste flou dans ses réponses. Compte rendu de cette avant-dernière journée aux assises avec Dorian Cahuela. Témoins et victimes à la barre, récit de vol violent et dénégation de l'accusé. Au deuxième jour du procès Joseph, la cour tente de faire la lumière avant le verdict attendu demain. On est dans le cadre d'un dossier extrêmement difficile, délicat, désagréable, d'une multitude de vols à main armée, avec des tirs sur des personnes qui ont été grièvement atteintes. Simplement pour qu'on leur vole leur véhicule, leur moto. On a l'une des personnes participantes à ces actions-là et qui, de surcroît, a un certain nombre de difficultés sur le plan psychiatrique, mais dont il est indiqué qu'il est extrêmement dangereux. Au moment des faits, il vit brièvement avec une femme à Balata. Déjà condamné pour vol avec violence en mars 2021, Joseph évoque également une précédente incarcération en France, suivie d'une expulsion vers Sainte-Lucie. Il affirme avoir eu peur d'y retourner, évoquant la présence de gangs. Il reconnaît être revenu à Martinique clandestinement. À l'audience, plusieurs témoins sont entendus. L'un d'eux décrit la scène d'un vol à la station de lavage et explique avoir suivi les suspects jusqu'à permettre leur interpellation. Une partie civile raconte une agression lors d'une transaction d'or sous la menace d'une arme, laissant encore aujourd'hui des séquelles physiques et psychologiques. Aujourd'hui détenu, Joseph dit passer son temps à lire et à prier. Interrogé sur son avenir, il déclare vouloir se marier, avoir des enfants et travailler. Mais les éléments du dossier contrastent avec ce discours. Joseph est accusé de 3 vols avec violence et armes. Des témoins le placent sur les lieux et des photos retrouvées dans son téléphone, armes, argent, stupéfiants, or, interrogent, lui, nie toute participation. Après 2 jours d'audience marqués par les dénégations et les témoignages lourds, la cour entrera demain dans le dernier jour du procès consacré aux réquisitions, aux plaidoiries et au verdict attendu. Dans un autre registre, focus maintenant sur la lutte contre le narcotrafic. Les forces armées aux Antilles ont signé une année historique. 10 saisies, 35,7 tonnes de drogue interceptées en mer. Un record absolu dans cette zone stratégique entre l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Amérique du Nord. Bilan d'une guerre de l'ombre menée sur l'un des axes les plus surveillés au monde avec Jean-Marc Carteau. En mer des Caraïbes, une autre guerre se joue loin des regards. Une guerre silencieuse contre des trafiquants toujours plus organisés. En 2025, les forces armées aux Antilles ont frappé fort, très fort. De la Floride jusqu'au Brésil, la zone maritime Antilles couvre 138 000 km², soit 2 fois la Méditerranée. C'est l'une des principales autoroutes mondiales de la drogue. Chaque année, des tonnes de cocaïne et de cannabis y transitent, venus de Colombie, du Venezuela ou du Pérou, en route vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour surveiller cet espace colossal, plus de 1400 militaires en civil sont mobilisés. Frégates, patrouilleurs, hélicoptères, avions Falcon 50 et commandos marines se relaient jour et nuit. Ces moyens ont permis 10 interceptions majeures et la saisie de 35,7 tonnes de stupéfiants, dont 31,7 tonnes de cocaïne. Face aux forces armées, les trafiquants s'adaptent. Ils utilisent des vedettes rapides de type Go Fast, mais aussi des navires lents, cargo, bateaux de pêche ou voiliers capables de transporter plusieurs tonnes.
Une course permanente entre vitesse, discrétion et capacité de surveillance. En 2025, les forces armées aux Antilles ont battu tous les records, mais derrière ces chiffres spectaculaires, une certitude demeure. Dans cette zone immense et stratégique, la guerre contre le narcotrafic est loin d'être terminée. À la une aussi de l'actualité, une réunion de travail s'est tenue cet après-midi au centre de maintenance du BHNS au Lamentin. Les chauffeurs poursuivent leur droit de retrait. Ils refusent de reprendre le service tant que d'autres véhicules circuleront sur la voie du TCSP, mais aussi tant que la signalisation et les feux ne seront pas opérationnels. Une échéance est fixée au 30 janvier par la CTM en charge des routes. Le point avec Rodrigue Belchaz, délégué syndical FO, mais aussi quelques usagers du transport devant la caméra de Jean-Marc Carteron. Ce matin, j'ai entendu dire qu'ils sont en droit de retrait. C'est même pas pour les feux. Les feux, ça va. C'est pour les gens qui circulent sur la voie du TCSP. Mais moi, je dis, ils ont laissé ça. Ils ont pris trop d'ampleur. À ce moment, ils vont l'enlever, ça sera difficile. Surtout pour les taxis. Je regarde les enfants qui vont à l'école, je regarde pas mal de personnes, vraiment, c'est un handicap pour eux. Il y a un petit peu de bas moi, parce que comment j'apprends que j'ai avancé, je ne vais pas ça bien marcher déjà. La TCSP à mon content. Mais là, si j'ai passé M. Zach là pour sauver nous, malaria. Les policiers nous ont dit vendredi, si nous passons sur la voie du TCSP, on sera verbalisé. Et alors que nous sommes des transporteurs publics reconnus par le ministère. Je voulais préciser, moi je suis transporteur vers le François Fort-de-France. Moi j'ai des clients que je dépose à la Galeria, Californie, Châteauboeuf. Je n'ai pas d'arrêt pour eux. Sinon, c'est sur l'autoroute qu'on doit les déposer. Ils sont en train de mettre en place les feux sur les ponts. Bon, il y a encore quelques petites difficultés par rapport au matériel qui sont en train de régler et au niveau des panneaux de signalisation. Donc, les travaux sont en cours. Nous savons très bien que notre débrayage fait que la population est un petit peu en souffrance, je vais dire. Mais bon, des fois, il faut savoir casser des œufs pour faire une omelette. Pour recadrer les choses, la partie BHNS est fractionnée en 3 portions. Une partie Fort-de-France qui s'arrête à Carrefour Dillon. Bon, toute cette partie-là, la mairie a fait le nécessaire et où est en cours de finition. Donc, c'est bon. La partie autoroute, qui est partie CTM, qui part de Carrefour Dillon jusqu'à l'aéroport, bon, c'est encore là qu'on a des difficultés. Et la partie aéroport, Carrère et Mao, c'est Caraïbes Moteur, c'est fait aussi. Donc, le nœud... Pour l'instant, c'est justement la partie autoroute où ils sont en train de tout faire pour que ça puisse être opérationnel au 30 janvier. Il avait promis de ne pas utiliser le 49.3. Le Premier ministre Sébastien Lecornu y a pourtant eu recours aujourd'hui pour faire adopter le projet de loi de finances. Et nous y reviendrons un peu plus tard dans ce journal. Une décision qui suscite de nombreuses réactions, y compris sur notre territoire. Nous avons recueilli les avis des députés Jean-Philippe Nilor et Giovanni William devant la caméra de Louis Sabas. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a pas tenu parole et le Premier ministre n'a pas tenu parole. Il avait pris un engagement ferme devant l'Assemblée nationale et je peux considérer aussi devant le peuple français de ne pas avoir recours au 49.3. C'est pour lui une manière de marquer une rupture avec les gouvernements précédents. Mais voilà, on y arrive. Et ça doit nous interroger tous sur la valeur de la parole politique aujourd'hui. Des gens très haut placés à la tête de l'État prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Leur parole n'a aucune valeur aujourd'hui et c'est bien triste. C'est bien triste pour la fois. C'est aussi ce qui explique que beaucoup d'électeurs ont cette défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, des partis politiques, des mouvements politiques, des élus d'une manière générale. Lorsqu'on donne tellement l'habitude de ne pas tenir ses engagements, le résultat, il est celui-là, c'est une société qui se dégrade, qui se décompose et une confiance dans la politique qui se réduit vraiment comme une peau de chagrin. Vous savez, pour le moment, nous n'avons pas de budget, ce qui veut dire que les associations n'ont pas de subvention. Ça veut dire que les collectivités n'ont pas leur budget
complet pour pouvoir faire réaliser leur politique publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans budget, nous sommes dans une crise et dans une crise politique qui malheureusement contraint tout le monde et il faut pouvoir avancer. Malgré tout, le Premier ministre nous avait dit qu'il n'allait pas utiliser le 49.3. Il revient sur sa décision. C'est un échec concrètement, mais il faut avancer. Il faut avancer parce que nous n'avons pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale, il faut le rappeler. Donc il faut faire des concessions et pas se compromettre. Et ça, c'est toute la particularité de ce budget et depuis quelque temps déjà. Donc pour nos populations, il faut le faire. Et nous n'avons pas le luxe, certainement pas, nous n'avons certainement pas le luxe de dire soit c'est tout ou soit c'est rien. Et le gouvernement français veut aller plus loin dans la protection des mineurs en ligne. À partir de la rentrée de septembre, les réseaux sociaux pourraient être interdits aux moins de 15 ans. Une mesure annoncée le 31 décembre avec un projet de loi qui sera débattu au Parlement début 2026. Louis Sabas. C'est un geste devenu automatique pour une majorité de jeunes, consulter ces réseaux sociaux. Je consulte Insta, TikTok, Snap et WhatsApp. Une pratique addictive effectuée à tout moment de la journée et même la nuit, parfois pendant plusieurs heures. Je pense entre 4 à 5 heures pendant la semaine et le week-end peut-être un peu plus. Qu'on s'ennuie ou même qu'on veut... Oui, je pense que c'est ça, c'est le divertissement au final qu'on cherche. Franchement, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'à cause de ça, je suis un peu procrastinateur. Ce sentiment de procrastination n'est pas qu'une impression. Selon le rapport de l'ANS, l'Agence française de sécurité sanitaire, les réseaux sociaux mettent à mal la santé mentale des jeunes, en particulier celle des filles. Troubles du sommeil, de l'attention, de l'alimentation, comportements à risque ou dépression, entre autres. Si les plateformes ne sont pas la cause unique des difficultés rencontrées par les adolescents, leur impact n'est pas à négliger. Il y a déjà cette étude de l'ANSES qui dit qu'un jeune sur 4 est en dépression. On remarque aussi que sur le développement cognitif, le fait d'être exposé aux écrans trop tôt va ralentir le développement cognitif, donc le développement intellectuel. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux en termes d'harcèlement, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et puis, on a des plateformes qui sont accusées d'avoir des contenus qui peuvent être soit sexistes, soit racistes, ou voire pire, finalement inviter nos jeunes à des pensées suicidaires ou autres. Et les politiques s'emparent du sujet, notamment à travers des propositions de loi destinées à restreindre l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, d'une forme de couvre-feu pour les 15-18 ans et pour une vérification d'âge strict. Des textes qui se heurtent au règlement des services numériques du droit européen, qui ne permet pas aux États membres d'imposer de nouvelles obligations aux plateformes et aux contraintes techniques de telles mesures. Il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de vie privée. Une des façons que les plateformes ont de vérifier l'âge d'un jeune, c'est le selfie, donc selfie image ou selfie vidéo. Et donc, quelque part, on est en train de dire que les plateformes vont collecter des photos et des vidéos. Il y a un autre enjeu aussi, c'est le contournement, potentiellement que les jeunes vont mentir sur leur âge. Et puis, il y a aussi l'enjeu de définition de ce qu'est vraiment un réseau social. Comment protéger les jeunes sans les isoler des plateformes devenues incontournables en 2026 ? Difficile d'y répondre par des moyens législatifs. La solution viendrait peut-être de l'éducation à la consommation des réseaux sociaux, cela au cœur même des familles. Et demain, la journée internationale du sport féminin sera célébrée en Martinique, un événement dédié aux collégiennes et lycéennes, organisé à l'Institut martiniquais du sport, pour encourager la pratique sportive chez les jeunes filles. Pour en parler, nous recevons ce soir le directeur régional de l'Union nationale du sport scolaire. Steve Lorsolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de l'UNSS. Demain, on pourra vous retrouver pour cette journée dédiée au sport féminin de 14h à 16h30 à l'IMS. Pourquoi cette journée est importante sur notre territoire ? Faut savoir que la Journée internationale du sport féminin, elle a été créée en 2014 par le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et le Comité national olympique et sportif français, qui souhaitait qu'il y ait plus de visibilité du sport à la télévision. Et donc,
c'est un moyen pour l'UNSS de faire un focus sur la pratique physique des jeunes filles et donc permettre aux médias de venir voir ce qu'on peut proposer aux jeunes collégiennes et lycéennes de l'académie sur cette manifestation qu'on fait en partenariat avec l'Institut martiniquais des sports. Quel sport ces jeunes filles pourront découvrir demain ? Alors, elles feront des activités justement qu'elles ne pratiquent pas forcément, je dirais, dans le cadre de l'éducation physique et sportive, même s'il y en a qui peuvent en pratiquer, mais on aura par exemple de la self-défense, de l'aviron indoor, donc l'aviron avec les ergomètres, ou bien fit dance ou du cross-training. Donc certaines font déjà ces activités dans certains établissements, mais globalement, ce sont des activités qu'elles ne pratiquent pas et qu'elles viendront faire vraiment dans un esprit de totale convivialité, bien-être. On est vraiment sur venir pratiquer pour justement avoir une activité pérenne par la suite. Vous invitez aussi les jeunes filles déjà licenciées dans un club de sport à inviter leurs amis qui ne pratiquent pas forcément. C'est ça. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'à l'UNSS, nous sommes une fédération comme d'autres fédérations, donc fédération du sport scolaire. Et donc l'activité qui est intéressante sur cet après-midi, c'est que les jeunes filles qui sont déjà licenciées à l'UNSS ont invité des camarades dans leur établissement qui ne sont pas licenciés, donc justement à venir découvrir l'intérêt de faire de l'activité physique et sportive. Et donc, c'est vrai que nous sommes sur la seconde année où on parle de santé mentale. Et bien justement, c'est un moyen, nous sommes éducation nationale, nous sommes sur ce vecteur, je dirais, où justement on va montrer que par la pratique d'activités physiques et sportives, ça fait du bien dans la tête, dans les jambes. Donc voilà, donc, vraiment venir pratiquer, venir en toute convivialité, découvrir des activités pour justement par la suite poursuivre. On parle aussi souvent de sous-médiatisation des sports féminins. C'est toujours une réalité aujourd'hui ? Oui, bon, on le voit quand même de plus, d'ailleurs justement à l'initiative donc, de cette journée internationale du sport féminin, on voit quand même plus de sport féminin à la télé. Et c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que en termes de pratique, on ne l'a pas forcément régulièrement. Et donc c'est en faisant ce genre d'action et justement en proposant ces activités qu'on verra de plus en plus ça. Et puis pour les jeunes filles, venir pratiquer, voilà, on verra en tout cas plus d'activités de ce type. Et donc la médiatisation pourra se faire. Est-ce que les jeunes filles martiniquaises s'inscrivent de plus en plus dans un sport au fil des années ? L'objectif, c'est justement de réduire l'écart qu'il y a entre les filles et les garçons. On a vu qu'au fil des années, il y a une progression, mais l'écart entre, je dirais, le nombre de garçons et le nombre de filles est toujours aussi grand. Donc, nous travaillons justement dans cette optique pour justement réduire cet écart et donc avoir, je dirais que globalement dans toutes les fédérations, mais en tout cas à l'UNSS, en Martinique en tout cas, on est sur du 66% de garçons, 64% de garçons et 36% de filles. Donc c'est encore faible. On souhaiterait se rapprocher, être du 50-50, sachant qu'on a autant de filles que de garçons scolarisés. Pour animer aussi cet après-midi à l'IMS, Marielle Amand et Josette Manin seront présentes. Pourquoi ? On souhaite avoir des femmes inspirantes, enfin des femmes qui ont dans leur parcours, alors Marielle Amand c'est un parcours très haut niveau, Madame Manin en tout cas elle c'est, je dirais en tant que femme politique, elle a pu allier son investissement et son engagement et le sport. Et donc Marielle Amand également, donc c'est vraiment avoir un discours auprès de ces jeunes filles en leur disant que le sport peut apporter énormément de choses. Une sportive ou une femme politique peuvent découvrir plein de choses et faire vivre des choses. Et puis, ne pas se limiter à voilà, c'est dans leur parcours, dire que grâce à l'activité physique et sportive, grâce au sport, elles ont pu faire plein de choses. Et donc, ne pas se donner de plafond, casser le plafond de verre pour certaines filles en tout cas. Donc voilà, le discours, c'est un discours, je dirais, éducatif, un discours de volonté, en tout cas de permettre à ne pas se donner de limites et donc pratiquer pour pouvoir être bien dans sa peau et ensuite s'ouvrir plein d'horizons. Est-ce que vous auriez un mot pour les jeunes filles ou leurs familles pour les inciter à venir demain à l'IMS justement ? Un des slogans de l'UNSS, c'est ensemble, partageons plus que du sport. Et voilà, on est vraiment sur ce slogan, sur cette dynamique. On va vraiment se rencontrer et faire plus que du sport. Voilà.
Steve Ursolo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci On le pour rappelle, m'inviter. demain à l'IMS de 14h à 16h30, la journée internationale du sport féminin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec du sport. En futsal, dans le cadre de la 15e journée du championnat, Marron Futsal était opposé au leader, la relève lamantinoise. Une rencontre complètement maîtrisée par les Lamantinois qui s'imposent sur le score sans appel de 11-0. La relève conforte sa place de leader. Récit du match avec Karil Chassol et Marc Michel. À l'entame du match, la question dans la tête de certains supporters est surtout de savoir combien de temps Marron Futsal va résister à la relève. Et la réponse ne tarde pas à venir. Au bout de 10 minutes, les Lamantinois ouvrent le score par Melvin Romain. Dès lors, c'est une pluie de buts qui s'abat sur les Chelchewa, Davis Claver, Yorani Mélien, Alan Kuti. Et une nouvelle fois, Melvin Romain permettent à la relève de mener 5-0 à la pause. L'issue de la rencontre ne fait plus aucun doute, ce d'autant qu'au retour sur l'aire de jeu, les protégés de Lionel Victoire ne faiblissent pas. Ils inscrivent 6 nouvelles réalisations, dont un triplé de Melvin Romain. La relève lamantinoise s'impose au final sur le score sans appel de 11-0. On savait qu'aujourd'hui, ça allait être un match très compliqué puisque au match aller, le Marron nous a posé beaucoup de problèmes, notamment tactiquement. Mais il nous fallait prendre le match du bon bout. On s'est un peu calmé, très calmé en début de match pour pouvoir justement accélérer dans les 15 dernières de la première mi-temps. C'est ce que nous avions fait. Et puis je crois que gagner 11-0 cette équipe du Marron, ça prouve qu'on est bien dedans. On aborde un virage 2026 important. Hein. C'est là où tout va se jouer. Donc les finalités, les demi-finales, les playoffs. Donc la relève sera prête. Et ne vous inquiétez pas, la relève va continuer à rester au sommet du futsal martiniquais. Nous sommes tombés sur une belle équipe de la relève, mais bien en jambes. Nous, on a fait tout pour essayer de limiter la casse en début de match. Il y a des choses à régler, il y aura plein de choses à régler, mais bon, on va travailler tout ça pour qu'on puisse revenir au meilleur. Toujours dans le cadre de cette 15e journée du championnat, large victoire également pour femmes aux dépens de l'Éveil de Carabin. Le FC Floréal a battu Caribbean Osmose 5-2. Le Lac 212 a étrié le FC Salien 18-2. Enfin, le club péléen a pris le meilleur sur le Golden Lion. Notez que l'opposition entre GIF et Casablanca FC a été reportée à une date ultérieure. Au classement, la relève lamantinoise, solide leader avec 1 point d'avance sur femmes, 11 sur le FC Floréal. Le Lac 212 est au pied du podium et devance Marron Futsal et le club péléen. En bas de tableau, on retrouve GIF, l'Éveil de Carabin et toujours lanterne rouge, le FC Salien. Exceptionnellement, l'établissement français du sang ne pourra pas vous accueillir demain pour les dons. Les équipes seront de retour dès ce jeudi. Pour finir, un rappel des principaux titres de ce soir. Le deuxième jour du procès de Joseph Ethan Robert s'est tenu aujourd'hui. Les témoins, la victime ou encore l'accusé ont pu être entendus afin de comprendre les faits. Le verdict est attendu demain. À la une aussi, les tensions entre Donald Trump et Emmanuel Macron ne semblent pas s'apaiser. Les deux présidents sont censés se rendre au sommet de Davos et ces dernières heures ont été marquées par des menaces commerciales venant de Washington. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.